J'ai pas mes écouteurs, donc j'espère que vous m'entendez bien sans les écouteurs. Oui? OK. Si ça change, je peux toujours les mettre. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour le PowerPoint. Mais même s'il y a un PowerPoint, je vais être plus ou moins fidèle aux diapos pour qu'on puisse entamer une discussion et je vais partager des réflexions issues des projets de recherche, mais aussi des projets qui sont en construction. Geneviève m'a dit qu'elle va m'aider avec le temps parce que je ne suis pas très bonne avec ça. Alors, tu me donnes un signe lorsque ça est cool. Alors, je vais essayer le partage écran. OK, voilà. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne super. Donc, je vais... Attends, je vais voir si... Bon, parfait. Donc, je vais partager l'information ou mes réflexions aujourd'hui dans 3 temps. Très, très rapidement, je vais juste présenter le rétablissement selon les connaissances qu'on a à date. C'est quoi une pratique axée sur le rétablissement? Pour ensuite enchaîner sur des résultats, quelques résultats de mes travaux de recherche et ensuite questionner la manière dont on pourrait ou on devrait réfléchir à ce concept ou ce concept de rétablissement, cette philosophie dans l'organisation des services et des soins en santé mentale auprès des jeunes. Alors, je vais aller assez rapidement et on peut retourner dans la discussion après, mais le rétablissement est un concept qui a été développé dans les années 60-70 par des personnes avec une expérience vécue, des personnes qui ont passé par la psychiatrie ou qui ont reçu un diagnostic et qui ont dit écoute, finalement, on a reçu ce diagnostic-là, mais ce n'est pas une peine de vie, on dit ça comme ça. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la chronicité. On a non seulement la capacité de développer, de créer une vie de qualité dans la communauté, mais on a le droit aussi de le faire. Donc, dans ces récits de vie, notamment des personnes comme Patricia Deegan et Judy Chamberlain, on entendait un autre discours, une autre manière de comprendre les causes et les conséquences d'un diagnostic en santé mentale, puis les possibilités aussi de créer, de construire une vie, une meilleure vie, une vie de qualité, même s'il y a eu un passage par la psychiatrie ou un diagnostic. Dans ces revendications des personnes avec une expérience vécue, il y avait notamment une emphase qui était mise sur la pertinence des savoirs expérientiels, la pertinence d'inclure ces savoirs-là dans la construction des pratiques. Il y avait une emphase aussi sur l'entraide, l'importance de l'entraide entre personnes qui ont eu ou qui vivent avec des problèmes de santé mentale importants. Il y avait aussi une emphase sur la justice sociale, une reconnaissance des déterminants sociaux aussi, et une volonté de faire changer un système de soins qui ne prend pas en compte nécessairement la singularité de l'expérience, l'unicité de l'expérience de vie d'une personne. Alors, ces récits de vie ont été un peu, c'était les premières narratives qui nous ont donné qui ont amené au développement de ce mot-là, de ce concept-là, du rétablissement. Okay. Ensuite, Patricia Deegan, qui était une de ces personnes, une de ces militantes, c'est quelqu'un qui, après son parcours à l'asile, elle est allée faire son doctorat en psychologie, puis elle a travaillé en réadaptation psychiatrique. Et dans les années 90, surtout, il y avait plusieurs études au sein de la réadaptation psychiatrique aux États-Unis qui voulaient faire changer les pratiques, qui voulaient savoir comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques axées sur le rétablissement. Puis dans ce milieu-là, le rétablissement a été compris comme
le retour à une vie normale. Ça veut dire le retour à une intégration socio-professionnelle, soit par l'emploi ou par l'école. Et donc, c'était des pratiques qui ont été développées surtout pour soutenir les personnes ou accompagner les personnes dans ces objectifs-là. Mais une chose hyper intéressante, c'est que dans ce travail au sein de la réadaptation psychiatrique dans les années 90 avec Patricia Deegan, l'approche a changé dans le sens que les intervenants étaient ont été encouragés d'être moins axés sur la diminution des symptômes. Et plus axé sur les désirs, les besoins et les intérêts de la personne. Alors, c'était un début vers une perspective comme telle. Alors, cette compréhension du rétablissement vraiment axée sur l'intégration plus socio-professionnelle est souvent décrite dans la littérature comme le rétablissement fonctionnel. Ensuite, dans le même temps, il y avait d'autres recherches empiriques plus longitudinales qui ont démontré que des personnes psychiatrisées, donc, et surtout des personnes avec un diagnostic de schizophrénie, après un certain temps, allaient mieux. Et dans la perspective de ces études-là, aller mieux voulait dire avait moins de symptômes. Donc, il y avait des études qui démontraient que sur longtemps, des personnes avaient moins de symptômes, même s'il n'y avait pas une intervention comme telle. Et donc, ça a donné aussi beaucoup de poids à ce concept, cette idée de rétablissement, surtout dans la manière que ça a été intégré dans nos politiques. Et cette conception de rétablissement où il y a une diminution de symptômes, ça c'est souvent nommé dans la littérature comme le rétablissement clinique. Ensuite, on a vu ce concept-là ou ce mot-là apparaître dans nos politiques en santé mentale, ici au Québec en 2005, mais aux États-Unis, c'était pendant les années 90, dans les États de Connecticut et Wisconsin surtout. Ici au Québec, en 2005, avec le plan d'action en santé mentale, le rétablissement est nommé comme directive. Alors, ça veut dire quelque chose d'assez important, mais dans ce plan d'action, le rétablissement est nommé seulement 9 fois. Il n'y avait pas une définition nécessairement, c'était assez flou, mais on parlait beaucoup de la responsabilité individuelle d'une personne de prendre en main son rétablissement. On parlait aussi de la participation dans le développement des plans d'action, dans le développement des plans d'intervention. On parlait aussi de la participation au sein des instances plus organisationnelles. Et là, on commençait à essayer de transformer notre système de soins pour que ça soit axé sur le rétablissement, mais sans nécessairement bien connaître qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, en 2015, on a eu le deuxième plan d'action en santé mentale où on parlait encore du rétablissement. Mais là, c'était surtout un discours autour de la primauté de la personne et du citoyenneté. Alors, dans le plan d'action en 2015, on disait, bon, le rétablissement, c'est important. On a besoin de mieux soutenir la pleine citoyenneté des personnes pour qu'ils puissent cheminer vers un rétablissement individuel. Dans ce plan d'action de 2015, la citoyenneté est définie à la page 13 et c'est défini comme le maintien des rôles sociaux. Lorsque la citoyenneté est un concept assez complexe et assez large, donc on peut aussi se questionner par rapport à comment on comprend la citoyenneté au sein de nos politiques. Est-ce que ça va jusque-là? J'y vais assez rapidement, mais c'est vraiment juste pour donner un topo. Et le quatrième élément très important, ce sont les critiques de ce concept-là. Alors, les récits de vie, la recherche empirique, le discours socio-normatif de la politique, on peut faire ressortir certains concepts clés du rétablissement en regardant ces trois perspectives. Les critiques aussi nous amènent à comprendre certaines choses. Les critiques sont surtout autour de
d'une difficulté à opérationnaliser le concept de rétablissement. Donc, quand on essaie de... Parce que depuis une vingtaine d'années, comme vous le savez certainement, dans la plupart des pays occidentaux ou anglo-saxons surtout, on commence à développer des systèmes axés sur le rétablissement, mais les études nous démontrent que c'est difficile de l'opérationnaliser. Il y a certaines critiques issues des chercheurs et des personnes utilisatrices qui nous disent, bon, ce mot-là est rendu vide de sens. Ça a été coopté par la raison médicale. Et là, je cite certains auteurs en disant que le sens donné au concept du rétablissement par les récits de vie au début, qui était une construction de ce concept-là un peu plus critique et militante. Bon, maintenant, c'est vidé du sens, la manière que c'est exprimé ou décrit dans les politiques. Alors, ça, c'est une autre critique. Une troisième que je vais nommer, c'est que le concept de rétablissement est considéré comme un concept assez ethnocentrique dans le sens que c'est issu des discours de l'Occident et il ne semble pas avoir les perspectives des communautés ethnoculturelles incluses dans la compréhension de la conception d'un tel concept. Aussi, je dirais qu'il y a certains groupes sociodémographiques qui sont exclus des discours présentement dans la littérature, comme les jeunes et leurs familles. Puis j'espère qu'on va avoir le temps d'en parler tantôt. Alors, ça, c'est le topo du rétablissement. Ici, au Québec, on en parle depuis une vingtaine d'années au moins. Ça, c'est une citation d'Hélène Provencher, qui était, ou qui est, je ne sais pas s'il est toujours un chercheur à l'Université de Laval en soins infirmiers. Et j'aime bien cette citation, je l'utilise beaucoup dans mes cours parce que je trouve que c'est une bonne résumé, c'est un bon départ pour discuter de ce concept du rétablissement. Donc, vous voyez, j'ai mis en gras des éléments clés, ce qui ressort surtout des récits de vie des personnes qui parlent du rétablissement. Alors, que le cheminement du rétablissement se fait à son propre rythme, qu'il y a, suite à une difficulté ou suite à une période de souffrance ou un passage en psychiatrie, il y a une redécouverte de soi où il y a plein de possibilités. Alors, l'idée de l'espoir est très, très importante dans la conception initiale du rétablissement, mais aussi dans cette sommaire d'Hélène Provencher aussi. Et un élément important qu'elle inclut, c'est qu'il y a une prise de conscience individuelle et collective face aux préjugés sociaux. Donc, cet élément de prise de conscience de la stigmatisation structurelle et la stigmatisation dans la société, la discrimination vécue par les personnes est assez important aussi dans les récits des personnes qui ont contribué au développement de cette idée de rétablissement. Souvent, quand on parle des récits de personnes qui ont contribué au développement de ce concept de rétablissement, on va parler, mais dans la littérature, ça va être nommé comme le rétablissement subjectif. Alors, pour mes recherches, j'ai dû développer comme un genre de cadre conceptuel du rétablissement pour pouvoir explorer et comprendre les pratiques qui sont accomplies sur le terrain actuellement et pouvoir voir si c'est des pratiques axées sur le rétablissement ou non. Donc, je me suis fait cette petite guide pour comprendre si on prend en compte les concepts clés qui ressortent de ce qu'on connaît du rétablissement subjectif, si on prend en compte cette sommaire, cette résumé d'Hélène Provencher, qu'est-ce qu'une pratique axée sur le rétablissement, ça a l'air de quoi? Donc, une pratique axée dans ma grille, une pratique axée sur le rétablissement aura un focus sur la diversité des expériences des personnes, les histoires et les contextes de vie des personnes
Il y aura aussi un focus sur les déterminants sociaux et sur les structures aussi de nos systèmes, de bien comprendre les structures. Il y aura une compréhension des difficultés de santé mentale qui prendra en compte l'expérience de vie singulière de chaque personne qu'on rencontre et qui prendra en compte aussi des variations naturelles dans les expériences vécues. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, je veux dire toute expérience vécue, soit une expérience interactionnelle, donc quelque chose que c'est quelqu'un qui interagit avec leur propriétaire maintenant, mettons, puis ça va pas bien, puis cette personne est en train de raconter l'histoire, comment est-ce qu'on va accueillir cette histoire-là. Aussi, mais ça peut être ça peut être aussi quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie, mais on est conscient qu'il y a des variations dans comment cette expérience, comment ce diagnostic va, comment ça va, la personne va vivre sa propre souffrance ou ses propres expériences. Alors, c'est prendre en compte des variations naturelles avec une vision de santé globale. Et les objectifs d'intervention seront axés sur les forces, sur le développement du potentiel de la personne, sur une réduction de la stigmatisation et sur les liens avec la communauté. Donc, bref, une analyse de la littérature du rétablissement, des pratiques de rétablissement m'a amené à développer ce cadre-là. Il y a déjà des pratiques qui existent, qu'on connaît très bien, que je pense on pourrait dire sont très liés à beaucoup de ces éléments-là. Je vais juste parler des deux qui sont en gras parce que ce sont les deux qui sont préconisés, qui sont favorisés par le Centre national d'excellence en santé mentale dans le réseau public en santé mentale. Et je sais que les autres sont bien connus, sont très, très, très bien connus par les organisations communautaires en santé mentale, membres de regroupement, regroupement des ressources alternatives. Donc, mais le soutien par les pairs, donc les pairs professionnels, puis l'approche axée sur les forces, sont particulièrement intéressants pour le Centre national d'excellence en santé mentale, puis ça fait partie de la manière dont ils évaluent si une équipe de santé mentale communautaire est axée sur le rétablissement ou non. Et il y a des formations là-dessus, puis il y a beaucoup d'emphase quand même qu'on met sur ces deux approches-là pour développer ici au Québec, au sein de nos équipes de santé mentale communautaire institutionnelles, des systèmes axés sur le rétablissement. Maintenant, on sait que dans le réseau de santé et services sociaux, dans le réseau public, on préconise beaucoup des approches, des formations axées sur la cognitivo-comportementale et l'entrevue motivationnelle. C'est intéressant. Troisième vague cognitivo-comportementale, aussi très intéressant. Mais il n'y a pas de littérature que je connais, en tout cas, qui met en lien ces approches-là avec les différents composants clés d'une perspective de soutenir le rétablissement en santé mentale. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus seulement soutien par les pairs et l'approche par les forces. Et c'est particulièrement pertinent dans mes recherches parce que je voulais, moi, j'ai étudié des équipes de suivi intensif dans le milieu. Je voulais comprendre l'orientation du rétablissement, comment elle est comprise, donc le sens donné à ce concept-là, et comment elle est accomplie. Alors, quelles sont les interactions et les actions qui sont dites axées sur le rétablissement et qui sont préconisées par les acteurs au sein d'une équipe de suivi intensif dans le milieu. Et là, quand je dis acteurs, je parle des personnes usagères et des intervenants et des psychiatres aussi. Alors, j'ai entamé, ça c'est deux recherches qui portaient sur la même question, mais je vais parler rapidement du deuxième qui était une ethnographie
d'une équipe de suivi intensif en milieu urbain. Comme j'ai dit tantôt, je voulais mieux comprendre je voulais explorer comment le concept du rétablissement était accompli par les différents acteurs et avoir une meilleure compréhension de ce que le rétablissement voulait dire pour les participants. Alors, je vais pas parler de la recherche comme telle parce qu'on n'aura pas du temps, mais très rapidement, c'était une ethnographie. Ça veut dire que j'étais insérée dans une équipe psychiatrique, une équipe de santé mentale communautaire qui est évaluée à chaque année par le Centre national d'excellence en santé mentale. Il est évalué par... un des éléments de cette évaluation est-ce que cette équipe-là est axée sur le rétablissement? L'évaluation par le Centre national d'excellence en santé mentale est une évaluation c'est une grille qui a été développée aux États-Unis, qui va chercher des éléments comme est-ce que les personnes sont rencontrées dans la communauté? Est-ce que les personnes sont intégrées dans un emploi ou à l'école? Est-ce que les personnes sont en lien avec une organisation communautaire? Alors, on va voir dans cette grille-là, on va voir ces éléments-là pour déterminer si le service ou l'équipe est axée sur le rétablissement. Alors, ma recherche n'était pas une évaluation, c'était vraiment une exploration pour comprendre qu'est-ce qui se fait sur le terrain par rapport aux pratiques et est-ce que ces pratiques-là sont axées sur le rétablissement et le rétablissement tel que je viens de le présenter avec mon cadre conceptuel. Alors, il y en a plusieurs résultats, bien sûr. Je vais présenter les tensions qui ont sorti et ma compréhension de ces tensions-là. Alors, une des tensions, c'était que l'équipe, ça veut dire les intervenants, les psychiatres, reconnaissaient l'importance puis la valeur d'utiliser une perspective de santé globale et une perspective holistique. Mais lorsqu'il y avait un moment de, on va dire, crise ou désorganisation psychosociale ou complexité, la conception de la personne usagère était réduite à ces symptômes. Alors, on retournait facilement à nos conceptions de la personne comme une personne psychiatrisée qui a des symptômes, puis il faut gérer les symptômes. Mais dans les discours, il y avait une volonté et un intérêt d'avoir une perspective ou d'avoir la capacité de travailler avec des outils et une perspective plus axée sur la santé globale. Les intervenants disaient souvent qu'ils voulaient agir autrement, qu'ils se sentaient impuissants. Mais en même temps, malgré la volonté d'essayer de développer certaines interventions plus créatives, le cadre institutionnel psychiatrique semble être très stable. Donc, il y avait une certaine rigidité systémique de changer la manière de travailler, de changer la manière de construire ou co-construire les interventions. C'est une équipe de santé mentale communautaire qui agit dans la communauté, mais il y avait peu de recours à la communauté. Puis ça, c'était quelque chose que les personnes usagères et les intervenants me disaient souvent et en entrevue que c'était très difficile de faire des liens avec la communauté, d'avoir des liens avec les organisations communautaires. Ça se faisait. Il y avait des personnes usagères, bien sûr, en lien avec certaines organisations communautaires. Et sinon, c'était souvent eux qui trouvaient ces lieux où il y avait, souvent, c'était un lieu social pour eux. Au sein de l'équipe, il y avait une reconnaissance des forces des personnes. Il y avait des formations axées sur l'approche par les forces. Mais dans la pratique, dans les actions,
cette reconnaissance était quand même mitigée par un accent sur la gestion des risques. Alors, on était toujours axé dans l'action, dans la construction des interventions sur l'importance de gérer le risque. Il y avait aussi toutes les personnes qui participaient parlaient de l'importance de l'intégration sociale, du réseau social, de briser l'isolement et de briser l'isolement. Mais dans les faits et ça, c'est quelque chose qui était reconnu par les participants aussi, les personnes usagères, donc les personnes usagères de cette équipe-là, souvent avaient un seul contact social dans la journée, puis c'était leur intervenant. Alors, c'était quelque chose de difficile, c'était soulevé par les intervenants aussi de cette intégration sociale était finalement un objectif, mais dans le cadre à la fois institutionnel et dans la structure, c'était difficile de développer des interventions qui amenaient une intégration sociale plus large et plus inclusive. Donc, le sens du rétablissement, là je vais aller un peu plus rapidement, désolée, était, là j'y vais un peu aux conclusions, le sens du rétablissement ou de ce cheminement de rétablissement était comprise par l'équipe comme un processus d'intégration normatif sur le plan individuel et fonctionnel. Dans les discours d'intervenants et des personnes usagères, on voit des concepts clés qu'on retrouve dans les descriptions du rétablissement subjectif. Mais dans les actions, dans la construction, de la co-construction des interventions, on restait prise par des objets d'intervention très traditionnels, axés sur l'adhérence au traitement, sur le fonctionnement social, qui était comprise comme les activités, qui étaient comprises comme la capacité de la personne de compléter ses activités de vie domestique et quotidienne. Et c'était ce cheminement de rétablissement était comprise comme un processus individuel, quelque chose que la personne fait elle-même, seule. Donc, il n'y avait pas beaucoup de recours avec la collectivité. Ça, c'est en termes du sens donné au rétablissement. Dans les actions, c'est important de souligner qu'il y avait des interventions créées et construites qui étaient en dehors du cadre traditionnel psychiatrique. Il y avait de l'accompagnement, il y avait des choses créatives et intéressantes qui ont été faites, mais ce n'était pas la norme, je dirais. Et quand j'ai analysé le contexte de la construction de ce type d'intervention, souvent, c'était auprès des personnes usagères qui étaient considérées par l'équipe comme collaborative et introspective. Donc, quelqu'un capable de se rétablir. Alors, quand quelqu'un est capable de se rétablir, on va offrir un autre type d'accompagnement, peut-être quelque chose un peu plus personnalisé, un peu plus créative. On va prendre plus de temps avec la personne. Lorsque la personne est considérée comme quelqu'un qui manque d'introspection ou il y a une grande complexité des problèmes, et là, quand je dis complexité, je parle d'une complexité sociale souvent, mais là, souvent, la personne était disqualifiée d'un processus, d'un cheminement de rétablissement et les intervenants parlaient beaucoup du maintien, l'importance du maintien, l'adhérence au traitement et le maintien dans son appartement. Alors, voici quelques conclusions au niveau d'action. Donc, dans les actions organisationnelles, ce que j'ai observé, c'était que malgré des discours de rétablissement au niveau politique, mais aussi au niveau clinique, les actions organisationnelles sont toujours autour de
ou sont dominés encore par des approches de surveillance, de contrôle et de réduction des risques. Mais parce qu'il y avait quand même des moments et des situations où il y avait des interventions vraiment intéressantes qui ont été construites. Je pense que cette équipe-là était dans une phase embryonique même pour explorer d'autres approches plus relationnelles. Et quand je parle d'une approche relationnelle, je parle d'une approche où la conception de la personne, du client, si on veut, où on a comme intervenant plus de place pour comprendre que les actions et les motivations des personnes ne sont pas toujours régies par la logique ou la raison. Parfois, c'est émotionnel parfois, ça ne fait pas de sens, mais c'est aussi très humain. Donc, c'est une approche qui a été développée en Angleterre, puis les intervenants qui ont été formés dans cette approche-là se sentent moins prises par cette dominance des approches de surveillance, contrôle et réduction des risques. Donc, ça pourrait être intéressant à explorer l'impact de ça sur nos actions organisationnelles. Ensuite, dans les actions cliniques, comme j'ai dit, il y avait des interventions axées sur le rétablissement ou qui sont construites sous certaines conditions. Et je pense que ça pourrait être intéressant et pertinent de raconter l'histoire de ces pratiques innovantes et parfois invisibles au sein de nos équipes institutionnelles pour qu'on puisse apprendre de ces situations, ces moments et ces interventions. Et pour les raconter, je ne parle pas juste de les raconter de la perspective des intervenants, mais des personnes usagères aussi. Et finalement, et je pense que c'est très important, un élément est très, très important, c'est que en termes d'action sociale, j'ai observé que la conception de la folie et l'ouverture à la différence n'a pas vraiment changé. Donc, ça n'a pas vraiment transformé. Et donc, je me demande si l'utilisation du mot rétablissement n'est pas utile si le concept de la folie ou de la santé mentale ne se transforme pas. C'est un autre type de flexibilité, je pense, si on peut concevoir de la folie autrement, parce que les résultats soulèvent une préoccupation avec la diminution des risques et le retour au normal. Et ça, je pense, ça révèle une emphase importante sur la simplification des problèmes complexes en santé mentale et des problèmes sociaux. Donc, une chose qui pourrait être intéressante, ce serait d'intégrer des approches structurelles dans la formation clinique des professionnels pour prendre en compte ces différentes manières de vivre, pour prendre en compte et quand je parle d'approche structurelle de Moulali, je parle de ça vraiment comme une théorie morale où il y a une reconnaissance de la différence dans la distribution des ressources et des pouvoirs, même au niveau micro, même au sein d'une équipe ou d'une intervention. Donc, ça, ce sont des conclusions, des recommandations qui ressort de cette étude auprès des adultes, en santé mentale adulte, mais je pense pourront avoir un impact même dans le développement de nos équipes, nos nouvelles équipes qu'on va développer ici au Québec en santé mentale jeunesse, dans le réseau des services intégrés jeunesse. On est en train à nord de l'île, on a déjà une équipe aire ouverte. Ils vont ouvrir un peu partout au Québec. Et lorsqu'on est en train de développer ces équipes-là dans la perspective de santé mentale, je pense qu'on a besoin aussi de penser à ce concept de rétablissement. Comment est-ce que ça a été ou c'est compris déjà dans notre système, plutôt dans le système adulte, alors 18-65, et est-ce qu'il y a une pertinence d'aller explorer tout ça dans le développement des services et des soins auprès des jeunes? Alors, présentement, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai fait une petite recherche
de la littérature. Puis, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le rétablissement et la santé mentale des jeunes. Et de ces douzaines d'articles, il y en a 3 qui a pris en compte la perspective des jeunes. Et selon ces trois études qui étaient faites aux États-Unis, les jeunes n'aiment pas le mot rétablissement, recovery en anglais, mais ils sont alignés avec certains concepts clés du rétablissement, comme la participation, comme l'entraide, comme les liens avec la communauté. Mais à date, au Québec, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Et il y a des implications parce que le rétablissement est nommé dans notre plan d'action en santé mentale, pas juste pour les adultes. Hein. Alors, est-ce qu'on veut expliciter cette directive et ce concept-là dans la construction de nos interventions, de nos services auprès des jeunes? Si oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions il faut trouver certaines réponses, des pistes de réponse à beaucoup de questions. Premièrement, on ne connaît pas le sens donné à ce concept par les jeunes. Deuxièmement, dans la manière que le rétablissement a été élaboré, même le rétablissement subjectif, une perspective développementale n'est pas prise en compte. Donc, on sait que les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes adultes sont dans une période de vie où il y a on appelle ça des milestones, des moments développementaux importants. Et il y a une certaine fluidité aussi dans la conception de soi, dans la création identitaire. Puis, toute cette fluidité n'est pas prise en compte dans notre conception socio-normative du rétablissement. Une des raisons aussi, c'est parce que le rétablissement tel qu'il est préconisé dans nos politiques et dans nos services, c'est vu comme un processus individuel. Alors, c'est le rétablissement individuel. C'est la personne qui se rétablit toute seule, peut-être avec de l'accompagnement. Mais, et je critique ça, premièrement, pour les adultes, mais beaucoup pour les jeunes et les enfants, les enfants et les jeunes ont des parents ou des tuteurs ou un adulte qui est en charge et cette responsabilité du parent ou du tuteur change avec le temps. Okay? Le cheminement que l'enfant ou l'ado va faire est fait au sein d'un réseau social qui inclut cette parent ou tuteur et d'autres personnes. Donc, est-ce que un rétablissement avec cette vision individuelle est pertinent quand on veut travailler avec des jeunes? Aussi, la santé mentale des enfants et des jeunes adultes implique une plus grande gamme de difficultés. Donc, quand on parle de santé mentale des enfants, on va aussi inclure dans tout ça des éléments comportementaux, émotionnels. Ce n'est pas nécessairement santé mentale avec un diagnostic. Alors, c'est une gamme de difficultés beaucoup plus large. Et ça nous amène aussi à penser à comment on va l'évaluation des pratiques et des programmes en santé mentale pour les jeunes avec cette perspective de rétablissement. Il y a des grilles d'évaluation qui existent présentement auprès des adultes, mais est-ce que c'est pertinent dans la manière on voudra évaluer nos services pour les jeunes et jeunes adultes? Donc, c'est des implications, c'est des questions qui sont soulevées et que j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble maintenant. Je pense que j'ai passé mon temps, Geneviève. Oui, mais c'était vraiment très bien. Honnêtement, là, je suis bien contente. Je pense qu'on va garder les questions pour la discussion, si ça va pour toi, Emmanuel. Oui. Je me posais la question si on allait prendre des questions spécifiques sur ta présentation avant Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, si ça ne t'embête pas trop, je pense que ça serait bien d'éclaircir. Puis après, bien sûr, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Super. Alors, il y avait Jennifer Daak qui nous dit en anglais, Professor Khoury, what can we say about recovery in an inpatient setting? How can we overcome some critics about recovery in this patient population? Alors, les gens qui sont inpatient, c'est-à-dire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la question du rétablissement, Emmanuel? Geneviève, Oui.
je propose que quand il y a des questions, les personnes se présentent. Oui, C'est ça, il y a des gens plus proches des équipes de Erasmus, Interaction, mais pour avoir une idée aussi de la présence d'autres personnes. Oui, très bien. Alors, la question était de Jennifer Dahac, qui est doctorante et qui travaille à HPOD, je crois. Hein, Jennifer, si tu as un micro, je t'invite à l'utiliser. Moi, je pense qu'elle n'a pas accès à un micro, alors on va... Non, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui, on vous entend très bien. Merci. Okay. Ça ne sera pas bien long. Je vais me connecter comme il faut, si ça veut bien. Enfin, oui, donc je suis doctorante. Effectivement, je m'intéresse à l'organisation des soins en santé mentale. Je fais ma recherche avec Marie-Josée Fleury à l'Institut Douglas. Et j'ai un mandat aussi à l'Institut Douglas en primauté de la personne. Mais j'ai travaillé dans le nord de l'île, donc je connais quelques collègues. Mais ma question vraiment pour professeur Khoury, c'est vraiment au niveau de la population que j'appelle inpatient population, donc les gens qui sont hospitalisés en santé mentale. La conception du rétablissement est différente. Il y a beaucoup de barrières aussi au niveau des intervenants. C'est pas quelque chose qui est facile vraiment dans l'implantation puis la discussion. Quelles sont les critiques qu'on peut adresser? Mais quelles sont aussi les solutions pour passer outre ça? Comment on peut comprendre le rétablissement dans cette population-là et vraiment le mettre en œuvre? Alors, c'est une excellente question, Jennifer. Puis, bon, j'essaie de structurer mes idées parce que il y en a pas, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de littérature qui porte sur les personnes qui sont hospitalisées et les interventions au sein d'une unité d'admission. Hein? Comment est-ce que ces interventions peuvent être axées sur le rétablissement, puis comment est-ce qu'on conçoit ce cheminement de rétablissement auprès des personnes usagères qui sont admises en hôpital. C'est un peu ça, c'est le questionnement, si je comprends, c'est la manière que je le comprends. Et il y a deux recherches, je pourrais te l'envoyer après, une aux États-Unis par Chen, puis une autre ici au Québec par Turcotte et Dallaire en 2018. Je pense que c'était je veux dire que c'était au Royal Vic, mais une chose, alors eux, ils s'intéressaient aux perspectives des intervenants des unités de longue durée en psychiatrie sur l'expérience d'accompagnement vers le rétablissement. En fait, c'est ça le titre, je pense, de leur article. C'est Carl Turcotte et Dallaire. Et c'est très intéressant parce que leurs résultats sont très similaires aux miens de mon ethnographie d'une équipe de suivi intensif dans le milieu. Alors, ce qui a ressorti, c'était vraiment de la perspective des intervenants. Je pense que ce qui manque, c'est la perspective des personnes hospitalisées. Mais de la perspective des intervenants, il y avait 3 éléments de base pour eux pour pouvoir pratiquer avec une perspective d'accompagnement et de rétablissement. Et une, c'était de croire dans la personne. Donc, on revient à ce concept clé d'espoir. L'autre, c'était de s'impliquer auprès de la personne hospitalisée. Puis là, comme ça, je ne me souviens pas des exemples dans l'article, mais je pourrais te l'envoyer. Puis l'autre, c'était de s'attacher. Donc, l'importance de ce lien relationnel entre l'intervenant sur l'unité d'admission et la personne hospitalisée. Et de voir dans cet attachement, ça revient à ce que je parlais tantôt de la conception de la personne, hein, de comment on va concevoir de la personne comme une personne dans sa totalité avec toute une histoire, avec toute une histoire de vie, incluant des traumatismes, incluant des choses, des causes et conséquences, des difficultés. Donc, ça, c'était 3 éléments qui ont ressorti de cette étude de Turcotte et Dallaire dans une unité de soins ici à Montréal. Mais je peux te l'envoyer après si tu veux. Je ne l'ai pas devant moi.
Mais effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais une chose pour moi, dans ma posture, c'est vraiment, et moi, je n'ai pas fait des recherches dans des unités d'admission, mais dans ma posture, c'est les personnes qui sont admises dans un hôpital psychiatrique, qui sont là en soins de longue durée, c'est la même personne qui habite dans son appartement dans la communauté, c'est la même personne. Qui sont juste dans un autre endroit. Donc, la conception de la personne, normalement, devrait pas changer et quand on va développer et travailler, accompagner cette personne en tant qu'intervenant dans le réseau. Super. Merci beaucoup, Jennifer, pour ta question, Emmanuel, pour ta réponse. Annie avait une question ou un commentaire à formuler. Alors, Annie, on t'écoute. Tu peux te Oui, présenter? allô, vous m'entendez? Oui. Bon, je suis Annie Sapin-Leduc, je suis de la direction de la recherche et je travaille avec toute l'équipe d'interaction. J'ai juste un commentaire. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Patricia Deegan au début des années 2000. On a introduisé au Douglas le concept de rétablissement, on l'avait fait venir, Et là, je me dis, les changements de pratique, vous voyez, là, c'est vraiment long, c'est vraiment difficile. Il y avait tous ces concepts-là. On se disait, c'est la psychiatrie moderne, ça va changer. Et là, par votre présentation, merci d'ailleurs, ça me replonge dans mon expérience en santé mentale. Je me dis, on retombe encore, malgré tout, dans nos vieux, en tout cas, dans nos façons de voir les choses plus traditionnelles. Et d'où l'importance, c'est ça, d'accompagner les changements de pratique. C'est ça, parce qu'on parle aussi d'air ouverte, et on l'a dit aussi, air ouverte, c'est un changement de pratique. C'est une vision différente. Et on voit, c'est ça, que c'est pas évident. Hein? C'est pas évident quand je vois le résultat de vos recherches, quand je vois vos résultats, quand je vois ce concept qui était vraiment très novateur dans les années 98-99. Il y avait Nicole Lahaye qui avait fait sa maîtrise là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos références. C'était tout à fait nouveau. On était aussi avec Tania Lecomte, on avait fait venir les Anglais justement là-dessus, sur tout ce qui est thérapie cognitive comportementale. En tout cas, bref, c'était comme un air nouveau, des équipes d'un suivi d'intensité intensive dans la communauté, une façon de voir nouvelle. Puis là, quand je vois vos résultats, je me dis, on voit que c'est pas facile les changements de pratique. C'est juste un commentaire et que ça doit vraiment être accompagné, puis toujours réfléchi, puis revu, puis intégré, parce qu'on retombe souvent c'est ça, dans nos façons de faire plus traditionnelles, qui nous, comme vous dites, la gestion des risques, des choses qui nous font moins peur, où on est moins novateur, on a du mal à aller faire ces choses plus novatrices en tout cas, c'est vraiment un commentaire pour dire que c'est vraiment super important. Et air ouverte, ça ne pourra pas, à mon avis, fonctionner si on n'est pas bien attentif, puis on n'introduit pas ce changement de pratique, ces changements de pratique, et aussi l'accompagnement, le soutien clinique, le soutien, ça c'est vraiment super important. Donc, voilà, c'était mon commentaire, mais merci beaucoup. Non, merci. Est-ce que je peux commenter, Geneviève? Est-ce que je peux... non, merci beaucoup. C'est vraiment très... Je suis tout à fait d'accord. Le changement de pratique, ça prend beaucoup de temps et d'efforts, mais de formation continue, comme tu disais, d'accompagnement, mais aussi de contact avec... Je pense qu'une chose avec, mettons, Air ouverte, qui est supposée d'être développée avec et pour les jeunes, mais même en santé mentale adulte, si on est déconnecté des personnes, et là je parle des citoyens, des personnes usagères, on ne va pas pouvoir changer nos pratiques, nos manières de concevoir de nous-mêmes en tant qu'intervenants ou des personnes usagères. Mais il y a aussi, je pense, et là, je mets aussi mon chapeau d'ancienne intervenante. Il y a aussi le système. Hein? Il y a aussi, on peut bien former, changer les pratiques, avoir une volonté. Puis peut-être ça n'a pas ressorti assez dans ma présentation d'aujourd'hui, mais il y avait une grande volonté de la part des intervenants de faire des choses autrement.
mais c'est pas facile de le faire Non, non, c'est tout à fait. dans la boîte où on est présentement. Donc, il y a quelque chose de systémique et je pense qu'il faudra aussi changer en même temps. Ça peut pas juste aller, ça peut pas juste être le changement de pratique, mais sans changer le tout. La structure. Non, vous avez tout à fait raison. On pourrait en parler longtemps. Là. C'est tout à fait. Oui, il y a aussi tous ces aspects-là, et aussi d'être centré sur le patient, là, pas. Donc oui, bien sûr, j'en conviens. Avant qu'on se lance dans les discussions, là, j'ai vu qu'il y avait Lourdes et Jennifer qui voulaient poser d'autres questions, mais si ce ne sont pas des questions d'éclaircissement par rapport à la présentation d'Emmanuel, je donnerai la parole à Jean-Nicolas, que nous avons gracieusement invité. Et puis après ça, on pourra ouvrir la discussion pour tout le monde. OK, bon, ça marche pour tout le monde. Alors, je vais donner la parole à Jean-Nicolas. Je t'écoute. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. J'ai trouvé ça passionnant, vraiment intéressant ce que tu nous as apporté. Je vais peut-être, je vais réagir à des choses. Je vais peut-être aussi réagir à des choses que j'ai vues sur le chat et que peut-être que moi, j'amène quelque chose j'espère que j'amène quelque chose vers ça. Quand on m'a demandé de parler du rétablissement, moi, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser, si on parle de rétablissement, mais il y a aussi la notion toujours du diagnostic qui est là. Hein? C'est pour ça qu'on amène quelqu'un à la psychiatrie. C'est le boulet qu'on lui fixe au pied. Parce que le diagnostic, c'est aussi toujours, encore aujourd'hui, une notion de destin assigné. Hein? Quand on donne à quelqu'un un diagnostic de schizophrénie ou quelque chose comme ça, c'est quand même très lourd, c'est quelque chose qui est là. Et on a donc le destin assigné d'un côté, et de l'autre, on a une espèce de dictat qui est là. Il faut aller voir les définitions du rétablissement, notamment celles du ministère sont jouissives, là, où là, on parle toujours de jouer un rôle dans la société, d'amener une contribution. Bon, mais aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans le mot rétablissement, il y a le préfixe ré, re. Hein, dans le reprise, retour, revenir. Okay? Donc, on amène l'idée d'être à la situation antérieure. Le rétablissement devrait m'amener à pouvoir être à la situation antérieure, être en possession de mes moyens et tout ça. Et force est de constater que le rétablissement ment. Parce que c'est pas ça qui va se passer nécessairement. C'est toujours dans les non-dits qui sont là. La notion de rétablissement, elle est quand même positive, là, bon, mais elle évacue celle, on ne parle plus de guérison, on ne parle jamais de guérison. C'est quand même intéressant, ça, de voir ça. Dans plein d'autres problèmes de santé, de difficultés, on va parler de quelque chose de guérison ou qui ressemble, mais on n'en parle pas. Alors, pour une notion porteuse d'espoir, c'est quand même curieux de voir qu'elle se limite à quelque part là-dedans. Le rétablissement n'interpelle pas la société. Il ne met pas la société au défi d'accueillir. Hein? Le rétablissement, tu l'as bien souligné, à quel point ça pouvait être quelque chose d'individuel. Le rétablissement, je vais juste regarder un petit peu historiquement, là, ça mobilise le monde médical. Ça ne mobilise pas l'espace social. Okay? Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la santé mentale. Et il y en a qui le savent, j'ai eu des problèmes de santé mentale à une époque, donc ça m'a ramené à des choses, là. Moi, j'ai connu comme 3 grands paradigmes qui devaient changer le monde. Okay? Avec la politique de santé mentale, on parlait beaucoup de la primauté de la personne, ce qui était important à l'époque, mais la primauté de la personne, c'est un regard qui est posé sur la personne, justement. C'est le monde autour qui les regarde et qui dit, bon, elle est plus importante que le système, il faut l'aider. C'est une attitude quand même assez passive par rapport à moi. Si je suis dans le système, là, on n'est pas actif, les patients, les gens qui ont besoin d'aide, c'est les autres qui nous regardent. La personne, elle est importante dans la primauté de la personne, mais pas jusqu'à choisir par quel moyen, par quel chemin. Okay? C'est juste qu'elle ne doit pas être écrasée par le système. Ensuite, moi, j'ai connu le paradigme fort intéressant qui a été abandonné, on dirait, en cours de route, d'appropriation du pouvoir, qui a une dimension individuelle, mais aussi une dimension importante, une dimension collective. Okay? Où là, on prenait un rôle actif. Okay? Plus qu'un regard passif. Là, la personne on peut devenir acteur. Okay? L'appropriation du pouvoir comme tel, quant à sa dimension individuelle,
parle peut-être pas vraiment à la société. C'est dans cette dimension-là. Mais elle le fait, elle parle à la société dans cette dimension collective, parce qu'elle donne une voix aux sans-voix, parce qu'elle donne un rapport de force quand on est victimisé, quand on est écrasé et tout ça. C'est l'appropriation du pouvoir collectif qui a fait la reconnaissance des droits. On parle de la santé mentale, on pourrait parler de d'autres groupes dans la société qui ont pu avancer grâce à l'aspect collectif, puis changer des choses pour être mieux accueillis. L'appropriation du pouvoir, on aurait pu aller beaucoup plus loin avant, justement, le plan d'action de 2005, puis aller peut-être vers Amartya Sen, l'approche par les capacités. Poser la question à la société, qu'est-ce que l'on fait pour rendre la personne capable de faire des choix, de faire des combinaisons de choix, de trouver une façon de faire son chemin et de s'en sortir et de progresser. Malheureusement, cette porte-là, on ne l'a jamais traversée. Paul Morin en a déjà parlé, plein de gens en ont parlé, mais on n'a jamais été vers l'approche sur les capacités pour essayer de voir qu'est-ce qui manque dans le monde pour que les personnes puissent se développer et se réaliser. Et là, on a eu, tu l'as mentionné, l'approche sur le rétablissement, là, où on a un retour à l'individuel. OK? Le rétablissement, tout repose sur moi. J'ai des problèmes de santé mentale, j'ai des difficultés avec ci et ça, j'ai une histoire, mais bon, tout repose sur l'individu. Il n'y a pas de dimension collective. Il n'y a pas nécessairement, comme dans l'appropriation du pouvoir collectif, dans les échanges, l'entraide entre pairs, dans les discussions, la possibilité de faire du sens à ce qui est arrivé, avec ce qui est là, de trouver quelque chose dans mon histoire personnelle, dans notre histoire collective, comme des possibilités, des moyens qui sont là. C'est encore une fois un regard posé sur moi-même. Donc, là, c'est moi-même qui pose mon regard sur moi. C'est pas tellement les autres. Mais on est encore centré sur la personne et non pas sur la collectivité, le monde dans lequel elle vit. OK? Le rétablissement aussi, à l'origine, ça venait des gens, tu l'as souligné, d'entrée de jeu. C'est important qu'on se le rappelle, qu'on ne l'oublie pas. Mais le rétablissement au Québec, c'est maintenant un mot médical. Ce n'est plus un mot humain, social et tout ça. C'est le médical qui se réapproprie la vie, les espaces et tout ça. N'ayant rien à faire, on est à moitié confiné. Je suis allé sur le site du ministère de la Santé des services sociaux. C'est vous dire comment j'ai des soirées désœuvrées. Et je suis allé voir ministère de la Santé et voir santé mentale. C'est intéressant parce que le seul endroit où on trouve santé mentale, c'est l'onglet. On clique sur l'onglet santé mentale du ministère et après, on envoie de la maladie mentale. On ne voit que des pages et des pages de maladie mentale. Alors, comprendre la maladie mentale, vivre avec la maladie mentale, prévenir la santé mentale. Déjà là, la perspective du rétablissement, on la cherche au ministère, en tout cas. Bon. On ne parle pas de santé mentale, je vous l'ai dit qu'on ne parle pas de guérison. On parle par contre de facteurs qui contribuent au rétablissement. Et il faut arriver, vous irez voir, dans la liste à puces, il faut arriver au 7e picot de la définition pour lire « se sentir apprécié, respecté, entendu ». Les 6 premiers, ça parle de moi, ce que je dois faire, ma posture, etc. C'est encore, j'ai appelé ça des dictats parce que c'est vendredi puis je fais comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui pointe vers moi. Et c'est le 8e qui dit contribuer à la vie en société dans la communauté. Là, il faut que je fasse tout ce qu'il y a là pour arriver à cet aspect-là. Là. Bon. Et comme si j'avais un impératif à contribuer à la société, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, à 14 ans, vous m'auriez dit, tu dois contribuer à la société. S'ils veulent, je retourne à me coucher. Tu sais, ça fait peur de lire des choses comme ça. Bon. Il n'y a rien sur la prise de parole, il n'y a rien sur le dialogue avec l'équipe traitante, avec le monde qui m'entoure, sur les choix, les chemins que je voudrais prendre. Encore une fois, je reviens à l'idée qu'il y a comme l'idée d'un destin assigné. Parce que, je reprends le mot d'Emmanuel, c'est très cadré. Hein? Bon, on est en termes de symptômes et de fonctionnement. On n'est pas en termes de rêve, d'espoir, d'idées, le sens que je veux amener. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important quand on parle de recherche et de rétablissement. J'ai adoré ton tableau sur le focus. Là. Il n'y a pas du tout le focus sur le modèle d'Emmanuel, où on parle de la compréhension des difficultés, etc. On est loin de ce focus-là dans ton modèle là, que je trouve intéressant là-dessus. Nous, notre modèle à Camé, parce que je parle de ce que je connais pas grand-chose, donc je reviens toujours à ça, mais il y a 4 mots, notre modèle de rétablissement, c'est
histoire, savoir, pouvoir, espoir. Et dans ce qu'on fait, c'est ça, c'est de ne pas enlever à la personne son histoire. À 12 ans, 14 ans, 16 ans, c'est souvent tout ce qu'on a et la personne n'a pas des problèmes pour rien. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est là. Il y a quelque chose d'en chercher du savoir, puis reprendre donc du pouvoir sur sa vie, là où elle est, puis donc l'espoir, puis faire quelque chose. J'ai fait un effort de mémoire considérable. Tout ce que je dis finit en war, là, mais ça va arrêter. J'ai fait un effort de mémoire considérable pour me rappeler quand j'avais 16 ans. 16, 17, 18 ans, quand j'ai eu le début des problèmes de santé mentale et tout ça. Là. Puis, c'est fou. On est dans une approche, là, on parle du ministère, donc gouvernemental. Donc, c'est mon angle pour regarder ça. Là. Mais à 16, 18 ans, là, on a affaire à plusieurs ministères. Bien sûr, le ministère de l'Éducation, on est dans ses édifices, dans ses programmes, puis on se forme, puis on va avancer, tout ça. Sport, loisirs, avec ce qui fait que le municipal, on se pourvoit prendre soin de soi, découvrir son corps, des habiletés. Le ministère de la Culture, est-ce que je suis un musicien, est-ce que je vais pouvoir faire des choses, etc. Et bien sûr, rappelez-vous, le ministère des Transports, on veut avoir notre permis de conduire, on veut faire bien des choses. Et santé et services sociaux, c'est un ministère auquel on ne peut affaire, sauf qu'on se fait dire bien manger, faire du sport, des choses comme ça. En recevant un diagnostic, c'est absolument l'inverse. Hein? Ça devient tout à fait le contraire. Là, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui prend toute la place et toutes les autres sphères de la vie sont tassées. Et pourtant, se rétablir, c'est tout faire pour retourner dans ces sphères-là de la vie. Mais elles ne sont pas là dans le cheminement. Elles n'ont pas l'air d'être incluses. Là. Le traitement, il est souvent limité, ou en tout cas, il tourne beaucoup autour de la médication. Puis la médication, c'est quelque chose qui n'est pas questionnable, ou peu questionné, même par les autres experts qui sont autour de nous, qui est là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on veut? Hein? On veut reprendre le parcours, le chemin de nos rêves. On veut devenir quelqu'un. Okay? On veut quitter l'identité de malade pour pouvoir recommencer à penser. Et penser, rêver, il faudrait aussi essayer d'amener le fait que penser, rêver, c'est pas toujours risqué, c'est pas toujours du danger. Donc, moi, quand je regardais l'idée, c'est la recherche, les questions d'Emmanuel, l'implication de la recherche par rapport aux jeunes et tout ça, je pense à 4 jeunes que j'ai à Camille, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Puis, oui, il faut revenir à l'expérience vécue, comme tu l'avais écrit, mais il faut aussi donner une voix aux jeunes. Demander de quoi ils ont besoin. De quoi ils ont besoin pour se sentir capables à nouveau. De quoi ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont le goût de faire. Le dire, là, de quoi tu as besoin pour te sentir capable d'être toi à nouveau. Parce que oui, on peut être soi-même à nouveau. Penser aussi là-dedans l'ouverture à la différence. Moi, mes 4 jeunes qui sont à Canet, même avec le confinement, on réussit de faire des petites rencontres. Ça fait 3 mois qu'ils développent un jeu de Donjons et Dragons très personnel. Ça ne contribue pas à la société, mais ils s'investissent là-dedans, ils se font du bien, ils font des choses. L'ouverture à la différence, OK? Et l'ouverture à laisser, oui, des capacités d'être, mais revenir à la bonne vieille notion de la liberté d'être. Et moi, quand on parle de la recherche et des jeunes, autant qu'avec les adultes, mais particulièrement avec les jeunes, c'est là-dessus, je pense, qui est important. C'est comment trouver des façons d'amener les pratiques à développer de la liberté d'être, puis en plus de la capacité d'être. Mine de rien, j'arrête là. Merci.